Bonjour. Donc je me présente, je suis Olivier Sauvage. Je m'occupe d'un blog qui parle de commerce électronique, Capitaine Commerce. Aujourd'hui, on va parler des objets connectés. Je pense que tout le monde est au courant de ce qu'est un objet connecté, donc je ne vous ferai pas l'offense de revenir sur une définition précise des objets connectés. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Moi, je suis allé voir et je vous avoue que je n'ai pas compris la définition qu'ils avaient mise. Donc, je pense que si on veut parler simplement des objets connectés, c'est juste de parler d'objets qui finalement sont reliés au réseau Internet, qui permettent à la fois d'envoyer des informations et à la fois d'en récolter. Et évidemment, tout l'intérêt, c'est surtout la récolte d'informations, mais pas que, comme on va le voir avec nos invités. Donc, le but de cette table ronde, c'est de faire un tour, alors non pas exhaustif de tout ce qu'on peut dire sur les objets connectés, parce qu'il y a énormément de choses, il y a tout un tas d'enjeux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plus les enjeux business, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les objets connectés, quel genre de données on peut récolter, quel genre de services on peut offrir. Alors, on ne verra pas tout. Pour ça, on a deux invités. Donc, on a Alexis Normand alors, je ne sais toujours pas si on dit WiThings ou WeThings. Nous non plus, on ne sait pas. Donc. Voilà, donc comme personne ne sait, on dit comme on veut. Alexis, qui est le responsable du développement des activités santé, donc de WiThings. Je pense d'ailleurs que c'est principalement votre activité, essentiellement les objets santé, ou on verra tout à l'heure, mais rapidement. Oui, en fait, on vend surtout en grande surface, mais par contre, les outils sont de plus en plus utilisés par les professionnels de santé, dans le cadre de la santé en entreprise, vendus en pharmacie. Donc, je m'occupe essentiellement finalement de tous les prescripteurs santé de nos produits. Voilà. Et avec nous, on a également Cyril Gros-Piron, donc qui est en charge du développement, du business développement de la société Human Life, qui s'occupe plutôt de gérer et de trier les données, on va dire, alors, les récolter. On est une plateforme web ultra sécurisée qui permet de gérer et suivre toute sa santé et son bien-être. En fait, on intervient juste derrière Alexis, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les objets connectés et on va récupérer les données des utilisateurs. Voilà. Donc avec nous, on a les deux personnes qui sont les deux pendants finalement des objets connectés, les objets et la data, puisque qui dit objet connecté dit data. Alors si vous voulez dire big data, je veux bien, même si j'ai horreur de ce terme-là. Mais c'est vrai que les objets connectés permettent de récolter énormément d'informations. Avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Amazon Dash, qui est un petit objet qui a été sorti par Amazon il y a quelques mois pour son service Amazon Fresh. La vidéo est en anglais. Alors c'est pas celle-là. Ça, vous le reconnaissez tous, c'est celle-ci. J'espère que tout le monde est anglophone, je suppose que oui. Et vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire et jusqu'à où on peut aller. Et je trouve que cette mise en scène, évidemment, est très très bien faite parce que c'est une boîte américaine, que c'est Amazon. Mais je trouve qu'elle elle est très emblématique finalement de ce que sont les objets connectés et de ce qu'ils vont être dans la vie quotidienne des gens dans un très proche avenir. If you're like me, I get tired of always running out of stuff. It gets pretty frustrating. That's where Amazon Dash saves the day. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings. Strawberry yogurt. Apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone apps. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or losing kids in the store. Now you'll have more time in your day, so you'll never miss those special moments. Amazon Dash, shopping made simple. Voilà, donc c'est vraiment c'est très très mignon, hein. C'est les enfants qui vous vendent un objet qui va permettre à Amazon de tout savoir sur votre vie privée, donc c'est vraiment une super invention.
Cela dit, c'est vraiment très très emblématique effectivement de ce que peuvent être les objets connectés. Et on voit à quel point ils vont s'immiscer dans la vie quotidienne. Alors j'ai quelques chiffres, alors c'est assez incroyable parce que quand on fait des recherches sur les données, sur les objets connectés, on trouve à peu près de tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, il y aura de plus en plus d'objets connectés dans la vie quotidienne des gens. Alors, de plus en plus de valeur créée par ça. Donc, par exemple, on a l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe qui estime qu'il y aura 80 millions d'objets connectés en 2020 dans le monde, ou peut-être en Europe. Par ailleurs, on a un autre organisme qui nous dit qu'il y en aura entre 100 et 200 milliards. Donc, vous voyez que c'est un petit peu aléatoire comme prévision, mais ça indique au moins une chose, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'on est dans un secteur qui devrait peser en termes de chiffre d'affaires 400 millions d'euros en France en 2015. Donc 2015, c'est l'année prochaine, donc c'est très très vite. Donc a priori, c'est un marché qui est en pleine explosion, même s'il est encore peut-être aujourd'hui assez embryonnaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont plutôt ouverts aujourd'hui à ce type d'objets et à l'utilisation qu'on peut en faire. On a déjà 23% des Français qui utilisent des objets connectés. Alors évidemment, le chiffre ne dit pas si c'est des téléphones connectés, des tablettes, etc. Ça inclut sûrement ces objets-là, mais pas que, puisqu'on commence à trouver des voitures connectées, on commence à trouver quand même pas mal d'appareils connectés, des personnes connectées, etc. Et on a 64% des Français qui espèrent voir se développer les objets connectés, alors notamment dédiés à la santé. Donc en termes de centres d'intérêt, les attentes en France, elles sont vraiment orientées vers trois pôles majeurs. Donc, le premier, c'est vraiment la santé, dont on va parler assez abondamment aujourd'hui. Le deuxième pôle qui intéresse beaucoup les Français, c'est la sécurité, tout ce qui est caméras connectées, surveillance des enfants, surveillance de votre maison, surveillance des entreprises, etc. Ça, c'est un deuxième centre d'intérêt. Et le troisième centre d'intérêt, c'est la maison, donc tout ce qui est domotique. C'est quelque chose dont on parle depuis déjà pas mal de temps, mais finalement qui n'a pas forcément fait son apparition une apparition aussi importante qu'on pouvait l'espérer dans les maisons. Voilà, alors donc les objets connectés, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui s'y intéressent. Alors on a Apple qui vient de racheter une entreprise qui... Alors, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des notes, je ne le fais pas d'habitude, c'est pas très bien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a Google qui a créé une API spécialisée pour les objets connectés très récemment. On parlait tout à l'heure de Facebook qui vient de racheter une entreprise, Moves, voilà, qui est aussi... qui est un tracker d'activité directement sur le téléphone, où l'API est ouverte aujourd'hui et ils ont décidé de fermer l'API dans quelques mois. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup les grandes entreprises. Alors Apple justement a commencé à programmer une API qui va pouvoir être utilisée dans toutes les voitures, dans les automobiles. Donc c'est aussi un secteur qui va être extrêmement touché par les objets connectés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des voitures connectées. Moi j'en ai une et ça me permet d'ouvrir mes portières à 10 000 km de distance de chez moi. C'est quand même assez pratique. Donc c'est quelque chose qui va se répandre énormément. Alors, et par rapport à cette révolution en marche, si on peut dire, il y a quand même encore pas mal de freins qui apparaissent. Alors le premier, c'est évidemment tout ce qui est vie privée. Il est clair que les objets connectés sont extrêmement intrusifs et qu'il va y avoir un problème de contrôle de ces données qu'il faudra maîtriser absolument. Donc on sait que d'un point de vue commercial, il n'y a pas de limite, on essaiera d'en savoir le maximum. Donc, ce sera sûrement aux législateurs de travailler dans ce domaine-là. Une des grandes craintes des Français, c'est également tout ce qui touche à la santé. Alors encore une fois, c'est marrant parce que les objets connectés, ce qui intéresse les gens, c'est la santé, mais les gens ont également peur à cause de tout ce qui est ondes, évidemment. Donc ça, c'est aussi un frein à l'adoption des objets connectés. Et puis, on peut aussi parler de problèmes de sécurité. Encore une fois, je reviens sur la voiture, mais j'ai vu qu'on commençait à pouvoir lire ses mails en voiture, envoyer des SMS, etc. Il est clair que ça peut présenter pas mal de problèmes de sécurité. Voilà. Donc c'était vraiment, je vous ai fait un petit tour très très rapide de ce que pouvaient être les objets connectés. Maintenant, je vais laisser la parole à Cyril qui va nous présenter, d'abord à Alexis, pardon, qui va nous présenter WhiteThings. Et ensuite, Cyril interviendra pour nous présenter la partie Human Life qui gère les données. Et on débattra un petit peu des grandes questions qui tournent autour des objets connectés. d'objet intelligent, c'est-à-dire c'est un objet qui renvoie une information sur l'usage qui en est
qui apporte un service et dont le service évolue en fonction du retour qui est fait des usages. Donc on le voyait déjà sur un site internet, les gens adaptent le site internet en fonction de là où les gens cliquent. Maintenant, vous pouvez adapter l'objet, les fonctionnalités de l'objet ou les fonctionnalités de l'application qui fonctionne avec l'objet en fonction des retours utilisateurs que vous obtenez. Donc alors je vais vous présenter WeSync, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait qui est essentiellement lié à la santé, mais c'est un prétexte à parler. Pardon, oui, j'installe juste. Voilà, donc vous m'entendrez mieux avec le micro. Ce qui est important, c'est de souligner donc, ce qu'est un objet connecté, donc un objet qui évolue. Alors, nous, on a une certaine expérience là-dedans parce que donc WeSync, c'est une société qui a été créée en 2008, une société française. Initialement, on vient du monde des télécoms. Et quand tout le monde a commencé à avoir un smartphone dans la poche, et quand Apple a lancé les premières applications, la première App Store, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir quel objet on pouvait connecter à une application. Et c'est comme ça qu'est né le PES-Person connecté. Alors au début, justement, tout le monde a dit, on a inventé le PES-Person qui tweet votre poids. Or, précisément, c'est pas ce que les gens font. Ils ne tweetent, enfin, ça peut leur arriver, mais ils tweetent assez peu leur poids. En réalité, ce qui les intéresse, c'est de voir, et je vais vous montrer, c'est de voir leur courbe de poids. Et donc, ça nous a permis d'apprendre assez rapidement, donc ça c'est notre application, ça nous a permis d'apprendre assez rapidement ce qui intéressait les gens. En l'occurrence, la possibilité de mettre à jour automatiquement une courbe qui ressemble à ça. Alors voilà, je n'ai pas de problème pour partager mes données de santé. Donc ici, l'évolution de mon poids. Et donc c'est en s'apercevant que dans notre application, c'était ça qui intéressait les gens, qu'on a évolué dans ce sens-là. Bon alors, un tour d'horizon rapide de nos objets. Hein. On a des tensiomètres connectés, on a la balance prend le rythme cardiaque également. Je constitue un historique de mon rythme cardiaque. Je peux m'auto-coacher, fixer un objectif de poids. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très demandé. Donc on a développé ces fonctionnalités en fonction de ce retour très rapide qu'on peut avoir sur l'ensemble des usages. Et j'ai ici un tracker d'activité qui me donne mon nombre de pas, alors en l'occurrence hier, la veille, l'avant-veille, et puis je peux avoir une vue hebdomadaire. Alors là, chaque barre décrit le nombre de pas que j'ai fait à tel ou tel jour, et ça me permet de me coacher. Donc ça, c'est une présentation rapide de l'interface que vous avez, mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est très évolutif et que la boucle, en fait, on n'a pas besoin de refaire tout le cycle de production de nos objets pour changer l'objet. On fait en permanence des mises à jour du logiciel interne. Donc ça veut dire le vrai changement pour les objets connectés en général, c'est cette rapidité dans l'adaptation finalement aux besoins clients. Alors ça, c'est je peux vous présenter très rapidement l'application. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour la santé en particulier? Donc c'est de ça que je voulais vous parler plus spécifiquement. Et puis, bien sûr, je m'adapte à vos questions. Alors, on fait des objets intelligents, donc on préfère dire, en l'occurrence, qui vous aident à suivre votre santé. Alors, on a donc créé un écosystème d'objets autour du poids, autour de l'activité. Donc ici, ce tracker qui suit mes pas, mes calories consommées, la distance parcourue, et puis j'ai un lecteur de fréquence cardiaque et d'oxymétrie, un tensiomètre connecté, et on lance en juin un produit qui va vous permettre de suivre votre sommeil très précisément en mettant un capteur sous votre matelas. C'est le produit bleu en bas, en suivant le rythme cardiaque, la respiration et les mouvements tout au long de la nuit. Et c'est ça qui va permettre d'isoler de façon beaucoup plus précise que ne font les bracelets différentes phases de sommeil, que ce soit sommeil profond, paradoxal, léger, et donc en déduire des choses sur le bon moment de se coucher, le bon moment de se réveiller, avec la thérapie sonore ou lumineuse là-dessus.
Et encore une fois, on va apprendre considérablement des usages. C'est un produit, vous achetez le produit, mais vous allez continuer de voir l'application et le traitement de l'analyse évoluer. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour nos utilisateurs? Nous, on est résolument dans la prévention. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tout le monde connaît sur sa propre santé, à savoir qu'il faut suivre son poids, marcher suffisamment, dormir suffisamment, etc. Mais en fait, on considère que vous n'avez pas, c'est très difficile de changer d'habitude si vous n'avez pas un outil de pilotage. Donc sur une voiture, il y a un outil de pilotage. Nous, on considère que on essaie de vous apporter un outil de pilotage sur votre santé. Et on le fait de façon automatique. Et donc, c'est pour ça que cette application se veut un coach en fait, sur votre santé dans votre poche, où vous allez suivre vos exercices, votre sommeil, votre cœur et vos objectifs. Donc, avec une vue en fait, automatisée d'un certain nombre de choses que vous pouvez suivre via votre tracker d'activité, par exemple, ou votre poids, avec donc des badges. Donc, mais tout ça, c'est un certain nombre de mesures qui, nous, on produit essentiellement une mesure et un coaching à minima, et je pense que je fais bien le pont derrière avec Human Life, c'est que toutes ces mesures, on s'assure qu'ensuite elles puissent être récupérées par nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a un écosystème de vos paramètres de santé à vous, mais il y a aussi surtout un écosystème de partenaires qui vont utiliser toutes ces mesures et qui vont les intégrer dans des services à valeur ajoutée qui créent autour. Alors nous, on en a plus d'une centaine parce que dès le début, on a mis en place des API. Donc si vous n'êtes pas familier de la notion, c'est des interfaces en fait entre bases de données qui permet, par exemple, à un service de coaching pour perdre du poids avec un coach humain, de pouvoir récupérer automatiquement la donnée de poids. Ou à un médecin de pouvoir récupérer automatiquement la donnée de tension dans sa plateforme de suivi de l'hypertension. Et ça fonctionne parce qu'on a un modèle extrêmement ouvert où tous les développeurs peuvent venir en fait se greffer à ça. Et je pense que Human Life en parlera sans doute mieux que moi parce que c'est ce qu'ils ont fait avec nos objets. Bon, nous on se concentre sur la mesure et on pense que la mesure toute seule est déjà un outil important de prévention. Et elle l'est. Et pourquoi? Alors parce que simplement, le premier point, c'est que encore une fois, l'objet connecté n'est pas là pour changer vos usages. Il est là pour enrichir un usage. Donc on n'est pas en train de demander aux gens de faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Si c'est sans doute vous pesiez déjà, maintenant vous vous pesez et la donnée va remonter automatiquement parce que c'est comme ça qu'on a paramétré l'outil pour que quand vous pesez, vous soyez reconnu automatiquement, que la donnée remonte automatiquement dans votre donnée. C'est très important cette simplicité d'usage, le fait de se greffer sur des objets, sur des choses du quotidien. Alors pour en fait que les gens continuent de s'en servir et pour avoir vraiment une richesse d'informations qui remonte dans le temps. Donc c'est le cas du PES Person que je vous décrivais. C'est le cas. Alors le tensiomètre, le tensiomètre c'est pour des gens qui avaient déjà un intérêt à prendre leur tension. Avant, ils le notaient sur on va dire, il y a beaucoup de gens qui notent leur tension sur un fichier Excel ou sur une feuille de papier parce que leur médecin leur a dit de le faire. Et bien maintenant, ils prennent leur tension et c'est déjà noté automatiquement et ils n'ont plus qu'à cliquer et ils l'envoient. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que l'idée d'un objet connecté, encore une fois, n'est pas de vous forcer à faire quelque chose de nouveau que vous ne faisiez pas avant. C'est d'enrichir via la connexion l'information sur ce que vous faisiez déjà. Et c'est là que la valeur est créée. J'ai juste une petite question, Alexis. Est-ce que quand on voit ces objets-là, qui sont d'ailleurs assez beaux, même très beaux, est-ce qu'on ne cible pas quand même une population particulière? Parce que pour penser à passer à un objet connecté, les tensiomètres s'adressent plutôt à des personnes âgées en général. Est-ce qu'il n'y a pas un frein à l'adoption? Est-ce qu'on ne va pas devoir encore attendre que les générations les plus jeunes s'y mettent? Qui achète vos produits aujourd'hui? Ça, je peux vous le dire. La moyenne d'âge du PES Person, c'est 38 ans à peu près. Donc, c'est des gens qui aiment bien les iPhones à l'origine, puisqu'on a commencé avec iPhone. Maintenant, tout est également sur Android. Donc, oui, il y a un aspect early adopter des technologies, mais ça, on est un peu sorti de cette phase-là maintenant, notamment parce que l'ensemble des canaux de distribution maintenant fournissent nos outils. Donc ça a commencé dans l'Apple Store, c'est à la Fnac, chez Darty, et maintenant c'est de plus en plus en pharmacie.
Et en pharmacie, en fait, on va toucher encore davantage les seniors parce qu'il y a le rôle du conseil du pharmacien. Donc, c'était réservé à une élite, si on peut dire, de gens qui aiment la technologie, tant qu'une majorité de personnes n'avaient pas un smartphone. On sort un peu de ce côté-là aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve le fait que, par exemple, on a pu réaliser de façon anonymisée un sondage, le premier sondage à partir d'objets connectés, du classement des villes de plus de 100 000 habitants en France en fonction du surpoids mesuré par nos balances. Et comment est-ce qu'on a pu faire ça? C'est qu'on a démontré que la population était représentative. On pouvait isoler un panel représentatif en se comparant à l'INSEE et à d'autres études sur le sujet. Donc, on sort un peu de ce côté vraiment très ciblé. J'ai encore une question sur la récolte des données. Finalement, est-ce que c'est quand même pas, est-ce que vous ressentez pas un frein à ce que les gens acceptent de laisser partir leurs données finalement dans le cloud? Ils savent pas trop où, ils savent pas trop ce qu'on va en faire. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'ils sont pas conscients? Est-ce que vous avez des gens qui vous font des retours en disant oui, mais moi, je veux bien utiliser vos trucs, mais je veux pas que vous serviez de mes données? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est souvent la première question que les journalistes nous posent. Maintenant, quand on regarde certains sondages, la première crainte des gens, c'est plus sur la fiabilité de la donnée. Donc c'est là-dessus plutôt qu'on doit rassurer. Et ok, pour 25% à peu près, enfin il y avait un sondage BNP, c'est effectivement la sécurité des données. Donc là-dessus, pour tous nos produits, les données sont stockées sur nos serveurs en France. Donc c'est des données personnelles. À ce titre-là, donc c'est la loi informatique et liberté qui s'applique. Donc elles sont confidentielles, elles sont personnelles, elles ne peuvent pas être partagées de façon nominative sans le consentement explicite des usagers. Et on a un droit de suppression. On nous écrit un mail et à tout moment, donc il y a un droit à l'oubli. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un traitement statistique anonyme, parce que c'est tout le principe du big data et des objets connectés, c'est de voir ce qui se passe pour améliorer le service. Donc il y a deux possibilités d'analyse des données agrégées, et ça c'est écrit dans nos conditions générales d'utilisation. On peut faire un traitement statistique anonyme, mais jamais personne n'est ciblé individuellement. Et de toute façon, en pratique, comment ça se passe, c'est qu'on fait une requête qui ne peut être qu'anonyme. Donc il n'y a personne qui voit la donnée individuelle d'une personne. Ça, la fonctionnalité existe, n'est possible que pour l'administrateur de la plateforme qui est responsable pénalement, qui est notre correspondant CNIL. Donc c'est simplement des... Mais alors, il y a une distinction, c'est que ce n'est pas des données de santé. Parce qu'il n'y a pas de médecin derrière. Il n'y a pas de personne humaine qui va voir la donnée et donc qui va prendre une décision, qui va établir un diagnostic par rapport à ça. Vous suivez vos pas, vous suivez votre tension, vous suivez votre poids, c'est votre responsabilité. Un peu comme vous hébergez un email, personne ne lit l'email. À partir du moment où vous envoyez l'email, un email d'alerte à une personne, à ce moment-là, si vous n'êtes pas, il est responsable. Mais là, vous envoyez la donnée à personne. Donc, je ne sais pas si je suis clair, enfin, je pourrais revenir dessus. C'est donc important de pouvoir traiter la donnée de façon statistique anonyme, ne serait-ce que pour améliorer le service. Et c'est un peu comme le Pass Navigo permet non pas de vous cibler individuellement, mais de savoir quelles sont les heures de pointe dans le métro et d'adapter le service. Et ben, c'est le même principe. Ou les données, voilà. Donc le tracker d'activité et le produit sur le sommeil dont je vous parlais. Et alors, ce que je voudrais conclure juste sur le fait que en fait, concrètement, ça change beaucoup. On a un retour qualitatif où la majorité de nos utilisateurs nous disent que ça change leurs habitudes. C'est-à-dire que ça n'ajoute pas un usage dans votre vie, mais le fait de voir votre donnée vous pousse derrière à marcher plus, à faire plus attention à votre poids. Ça a un effet un peu d'auto-suggestion, alors que la majorité de nos utilisateurs n'y croyaient pas. Et alors justement, voilà un exemple de statistique agrégée anonyme qu'on arrive à faire. C'est qu'on s'aperçoit que chez les personnes en surpoids ou obèses, les gens qui se fixent un objectif de poids et qui du coup se voient envoyer des rappels automatiques perdent plus de poids que les autres. Donc typiquement, on voit que c'est une fonctionnalité qui intéresse les gens, et donc c'est ça qu'on a envie de développer, c'est là-dessus qu'on a envie, nous, d'améliorer notre service. Alors, et pour conclure, nous, notre vision sur la santé, c'est qu'on passe finalement d'un
d'un mode un peu passif où la donnée est collectée est assez limitée, où c'est le médecin qui est au centre, où vous vous souciez de votre santé que le jour où vous êtes malade, et c'est lui qui a votre dossier patient, et limite vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, à quelque chose où on met l'utilisateur au centre, qui n'est pas forcément un patient, qui n'est pas forcément malade, mais par contre, pourquoi il a ces données? Parce qu'il n'a pas d'effort particulier à faire pour les collecter. Ensuite, il peut aller les consulter quand il veut. Il peut effectivement aller voir son docteur, mais qui est plus vu comme un aide, enfin, qui n'est pas forcément quelqu'un qu'on va voir que le jour où on est malade, ou alors qui n'est pas finalement la personne responsable de votre santé. On responsabilise, on participe d'une responsabilisation des acteurs, et puis ensuite on peut effectivement tirer des conclusions agrégées. Et c'est ça qui présente un potentiel important, et qui fait dire à certains de nos partisans qu'il y a une révolution, enfin une consumérisation de la santé, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui tire le changement dans la santé par la prévention. C'est-à-dire que vous aviez la médecine aujourd'hui est essentiellement consacrée à la cure, et c'est très important et c'est très bien. Aujourd'hui, on développe de nouveaux outils sur la prévention, et on pense avoir, en tout cas de notre point de vue, nous on a un modèle économique là-dessus. Et voilà, et je conclurai là-dessus en vous remerciant, et surtout, bien sûr, en étant disponible pour vos questions. Merci. Alors justement, bon, moi j'ai une question, mais je vais la poser tout de suite, parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement la récolte des données, mais aujourd'hui vous ne faites pas de push d'informations via vos produits. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer faire, en fait, à l'instar de Facebook finalement, qui récolte des données et fait son business model sur la publicité? Est-ce que vous envisagez des partenariats avec des fabricants de produits diététiques, de choses comme ça? Est-ce que c'est envisageable, ou est-ce que ça tuerait le concept même de ce que vous faites? Je pense que ça tuerait un peu le concept, et les gens qui se suivent le font avec l'idée que c'est des données personnelles, et donc ils payent déjà l'outil, ils n'ont pas un service gratuit d'autosuivi. Ça serait se tirer une balle dans le pied de cibler les utilisateurs individuellement sur ces questions. Donc c'est c'est pas du tout quelque chose qu'on envisage. Et puis on est quand même sur un domaine sensible où il y a, outre des objections éthiques, il y a aussi des objections légales. Vous ne pouvez pas envoyer une publicité ciblée à quelqu'un parce qu'il est malade. Donc, Enfin, s'il est en surpoids, il n'est pas forcément malade, donc on peut... Non, mais par contre, il est possible de... On ne peut pas donc cibler les gens ou vendre les données des personnes nominatives. Ça, c'est clairement hors de question. Par contre, on peut savoir qu'un certain nombre de nos utilisateurs le font parce qu'ils veulent perdre du poids, et donc on peut tout à fait réfléchir à des options de coaching plus avancées avec des systèmes automatiques qui poussent un message en fonction, qui poussent un message automatisé de coaching en fonction de ce que des besoins d'une personne en particulier, mais c'est extrêmement différent. C'est-à-dire vous ne sortez pas de l'univers, et puis c'est en parfaite transparence avec l'utilisateur. D'accord. Et aux États-Unis, il y a des exemples vous avez des concurrents, j'imagine, donc ça se fonctionne de la même manière. Le respect de la vie privée est aussi fort qu'en France. Ils vont plus loin. Bon, c'est difficile de le dire. Je pense que les Américains sont plus avancés dans la valorisation de la donnée agrégée que nous. Vous avez par exemple une société américaine qui s'appelle Practice Fusion, qui fait des logiciels de dossiers patients maintenant gratuits pour les médecins, et puis gratuits pour les patients aussi qui peuvent les consulter, mais avec le business model assumé. C'est de dire on agrège tout ça et on vend ça aux laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils sachent ce qui est prescrit et pourquoi. Mais c'est assumé et c'est transparent. Et je ne pense pas que les gens soient ciblés s'ils ont le diabète pour tel ou tel médicament. Mais par contre, ça permet aux laboratoires de savoir où sont les gens qui ont le diabète pour cibler leurs efforts marketing. Donc eux vont plus loin que nous là-dessus, mais encore une fois, ils l'ont fait en toute transparence vis-à-vis de leurs utilisateurs. Il suffit d'aller sur leur site internet et on sait de quoi il s'agit. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va peut-être passer du coup à Cyril. On passe la vidéo. On va par contre se rebrancher. Donc, bonjour, merci de me recevoir ici.
La vidéo qu'on va vous montrer date d'il y a un an, où France 2, durant le journal de 20h, a voulu parler des objets connectés et de ce qu'on allait faire des données et comment ça allait être dans le futur. Donc ça nous fait une petite présentation de Human Life. Donc Human Life quand même est une start-up qui a 2 ans et demi. On grossit petit à petit. On est en fait, on fait du service. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout fabricant d'objets connectés. Au contraire, on a comme partenaire tous les fabricants d'objets connectés, tels que Weezing, où on va intégrer sur notre plateforme la totalité de leurs outils. Donc, elle est sympa la vidéo. Donc en fait c'est une plateforme web. Nous on dit qu'elle est ultra sécurisée parce qu'en plus on touche la donnée de santé. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'être chez un hébergeur agréé de données de santé. Qu'est-ce qu'un hébergeur agréé de données de santé? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un hébergeur qui a eu l'autorisation par le ministre de la Santé de récolter les données. Il y en a très peu en France. IBM par exemple, ça fait 6 ans qu'il le demande, c'est refusé. Donc nous, on va louer des serveurs chez eux où la donnée va directement aller chez eux. Maintenant, ils n'ont pas accès et personne n'a accès à ces données-là. Okay. Donc la plateforme, nous, aujourd'hui, ça va permettre à l'utilisateur de suivre et de gérer toute sa santé et son bien-être. Quand on dit toute sa santé, ça veut dire... on a eu l'idée de faire un carnet de santé en ligne. Une tendance venue des États-Unis et à laquelle vous avez peut-être succomber, mieux se connaître, mieux contrôler sa vie en mesurant les moindres faits et gestes de son quotidien. Durée du sommeil, température, durée du trajet vers le lieu de travail et évidemment poids ou tension. L'invasion de l'électronique et des téléphones à écran y est pour beaucoup. Les fondus de l'automesure, reportage Christophe de Valambra, Mathias Barrois. C'est devenu un réflexe pour la jeune femme. Après chaque rendez-vous médical, elle en archive la trace avec son téléphone portable. Alors là, je prends en photo mon ordonnance, puisque je n'ai pas de scanner. Donc je vais me l'envoyer par email et la récupérer sur le site. Un site internet sécurisé qui est devenu son carnet de santé virtuel. Il rassemble ses résultats d'analyse, ses comptes rendus de consultation, mais pas seulement. La jeune femme y indique aussi la durée et la qualité de son sommeil, ses heures de sport, la quantité d'alcool qu'elle boit, l'évolution de son poids. Elle mesure tout ce qui concerne sa santé et son bien-être. Ça, c'est ma courbe de poids. Donc, j'ai mon suivi, j'ai mon propre parcours, j'ai mon tableau de bord de ma vie sur le site. C'est une motivation, on se compare, on voit ce qu'on a fait la semaine dernière, ou il y a un mois, ou il y a 6 mois, et on voit si on a évolué dans le bon sens. Le site internet de la jeune femme en voici le cœur. Un modeste sous-sol parisien qui cache une réussite foudroyante, plus de 5000 abonnements en moins d'1 an. Je suis parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui chacun d'entre nous gère sa finance, gère ses amis, gère ses voyages sur internet, mais aucun d'entre nous ne gère le bien qu'on a le plus précieux qui est notre santé. Le principe du site est simple, laisser l'internaute gérer lui-même sa santé en lui suggérant des conseils de bonnes pratiques proposés par des médecins. Il faut boire un verre d'eau, ça c'est pertinent. C'est évident que ça fait partie de la médecine d'aujourd'hui, mais on n'est pas dans de la télémédecine pour autant. C'est vraiment un accompagnement pour les utilisateurs, pour les internautes. En tout cas, l'automesure pour gérer sa santé est à la mode et les applications internet ou mobiles se multiplient. 35 000 déjà disponibles en France, c'est 50% de plus qu'il y a un an seulement. Les prévisions annoncent même un marché mondial de ces applications atteignant 20 milliards d'euros en 2017, dont 84% grâce à la vente des produits dérivés. Car pour s'équiper, les adeptes de l'automesure ont l'embarras du choix. Alors j'ai un petit capteur que j'ai porté toute la journée en fait et qui m'indique que j'ai fait donc 7151 pas, donc que j'ai monté 29 étages. Le capteur de ceinture, mais il y a aussi la balance Wi-Fi qui envoie directement votre poids au smartphone. Le tensiomètre électronique en fait
Il y a tout ce qu'il faut pour faire un autocontrôle médical complet au quotidien. Ça correspond à un objectif qu'on a un peu tous, en fait, d'essayer de lutter aussi contre le vieillissement, de rester en forme, de profiter aussi de la vie. On sait que pour obtenir tous ces objectifs-là, il faut aussi prendre du temps pour se surveiller soi-même. Et l'automesure peut aussi être un impératif médical. Désormais, les diabétiques peuvent tester leur glycémie directement grâce à leur smartphone. Nos appareils connectés sont devenus des auxiliaires de médecine. Voilà. Alors d'abord, avez-vous des questions par rapport à ce reportage ou non? Ok. Alors, comme vous avez vu, donc Alexandre, le fondateur, qui a 8 ans d'expérience dans le domaine de la santé, a eu l'idée de faire un carnet de santé en ligne. Quand on en a parlé, on s'est dit mais qu'est-ce que la santé? Donc on a regardé la définition et en fait la santé est un état complet de bien-être. Ça veut dire que derrière le carnet de santé, on a agrémenté en fait tout ce qui vous touche directement. C'est-à-dire le suivi sommeil, le suivi de son activité physique, le suivi de sa nutrition, le suivi de ce qu'appelle le ministère de la Santé les addictions, que nous on appelle ça petit plaisir. Donc ça va être le suivi de son alcool, parce que vous buvez un verre de vin, vous n'êtes pas obligatoirement alcoolique. Le suivi de son tabac, mais on est allé encore plus loin, de sa drogue, jeu et sexe. Le suivi grossesse, le suivi du carnet de santé des enfants, mais on est allé encore plus loin et on a fait le carnet vétérinaire. Donc on est un tableau de bord qui permet qui a pour mission de responsabiliser l'individu dans la gestion et l'amélioration de sa santé dans le sens global. Donc ça veut dire sa santé, son bien-être, son hygiène de vie. On fait de l'automesure. Comme vous l'avez vu, comme on l'a vu ici et par rapport à Weezing, on va aller venir capter les données directement de l'individu. Donc c'est lui qui va les rentrer. Il peut les rentrer par les outils connectés, le sujet d'aujourd'hui, mais il peut également les rentrer manuellement ou sinon par des applications qui nous appartiennent via le mobile. On fait du coaching, c'est-à-dire qu'on pense qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire sur Human Life ou même sur Weezing, ça veut dire que vous avez envie de vous prendre en main. Donc vous allez vous auto-coacher. Derrière, que ce soit chez nos partenaires ou chez nous, vous allez recevoir, en fonction de vos données, via des algorithmes, parce que encore une fois, on n'a pas accès à vos données, vous allez recevoir des conseils et des recommandations de bonnes pratiques, afin d'essayer d'atteindre certains objectifs qu'on vous aura proposés avant. On parle évidemment de santé connectée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est une mémoire active et on est un agrégateur de données santé. On intègre la totalité de vos données avec des rappels, que ce soit vos vaccins, que ce soit vos rendez-vous chez le médecin, afin que vous preniez, vous, directement en main votre santé. Nous sommes un outil complet pour prendre votre vie en main. Alors, Human Life est un coffre-fort, c'est-à-dire que vous êtes le seul à avoir accès à vos données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est chez un hébergeur agréé de données de santé. On peut dire que les données sont encore plus sécurisées que vos données bancaires. Alors, ça paraît un peu dingue quand on parle de ça, mais c'est un vrai sujet qui est vraiment tabou. Tout le monde en parle aujourd'hui. Tout le monde a peur de ça. En plus, on parle d'Internet. Alexis en a très bien parlé tout à l'heure. On ne veut pas qu'il y ait de problème là-dessus. Et on pense que l'utilisateur n'a pas confiance en Internet et encore moins par rapport à la santé. Et donc, on essaye de mettre en place le maximum de choses qui vont nous permettre d'avoir une certaine légitimité pour qu'ils puissent venir chez nous et mettre ces données. Question d'éthique, on se refuse de revendre les données, on se refuse de faire des reportings, même anonymisés, on ne fait aucune publicité sur le site. Et derrière ça, on a créé un comité d'éthique, donc éthique et pas scientifique, parce qu'on n'a pas que des médecins, il y a également des professionnels de chaque thématique, comme des professionnels de la nutrition, des professionnels du sport, qui ont validé tout ce qui est sur le site. Donc que ce soit les modules thématiques, mais également toutes les recommandations de bonnes pratiques et les conseils que vous recevez. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, on est sur un tableau de bord qui va venir montrer tous les thèmes que vous avez envie de vous suivre. Donc en haut à gauche, vous avez votre profil et une note. C'est une note en fait de votre suivi. On ne va pas noter si vous êtes malade ou pas.
on va noter si vous avez bien rempli les différentes fonctionnalités du site. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la personne qui n'a pas noté son dernier rendez-vous chez le médecin va perdre, on va dire, va perdre un point. Pourquoi ? Parce que vous devez normalement aller chez le dentiste tous les ans. Alors maintenant, imaginons que vous êtes allé il y a 10 mois, vous allez recevoir un message disant « Attention, mon coco, ça fait 10 mois que tu es allé chez le dentiste, il va falloir que tu reprennes rendez-vous chez ton dentiste bientôt. » Donc, comme vous avez vu, on télécharge également tous les documents. Donc ça peut être des documents de santé, ça peut être des documents également par rapport à la mais si vous avez envie de télécharger d'autres documents, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de clients en B2B qui ont pas mal d'expatriés dans leur société et également des cadres qui voyagent énormément. Et s'ils ont un problème à l'étranger, il suffit qu'ils se connectent sur Human Life, qu'ils regardent un peu leur track record et leur téléchargement de documents. Et comme ça, ils vont être sûrs d'être bien suivis loin de chez eux. On intègre donc tous les objets connectés. On n'intègre pas que Weezing, on intègre également IL, Frontkeeper, Moves. On est en train d'intégrer Colibri, qui est la brosse à dents connectée. On est en train d'intégrer Slow Control, qui est la fourchette connectée, qui vous apprend à manger. Donc voilà, on est là pour que ce soit l'utilisateur final qui décide, lui, de se suivre. On ne va pas lui imposer tel et tel outil connecté. Maintenant, si par exemple l'utilisateur utilise le lecteur de glycémie de chez iHealth, court avec Runkeeper et se pèse avec Weezing, il aura la possibilité de venir sur Human Life où il aura la totalité de ses données en fonction des différents fabriqués en un seul et même endroit. Donc on a cette fameuse zone de conseil qui vous donne des conseils et recommandations de bonnes pratiques en fonction des données qui sont collectées. À chaque fois que vous allez vous cliquez sur un des encadrés, vous arrivez par exemple sur le tabac, vous allez avoir les conseils et les recommandations par rapport à votre consommation, votre objectif et où est-ce que vous en êtes. Vous avez la partie de carnet de santé où sur le module, sur le tableau de bord, il y a uniquement 3 constantes qui ressortent. On a pensé que c'était les 3 constantes les plus importantes qui sont le poids, la tension et votre température. Maintenant, en dessous, vous avez toutes les rubriques comme les dents, comme les allergies, comme l'hospitalisation, comme vos examens, etc. etc. Et évidemment, vous avez un agenda à droite où dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est-à-dire il peut y avoir vos rappels de vaccins, il peut y avoir vos rendez-vous médicaux, mais si vous avez envie de rajouter d'autres choses qui tournent autour de cela ou pas, vous pouvez. Il est évidemment synchronisable avec vos téléphones. Cyril, si je résume en fait, parce que je n'avais pas très bien compris le concept, finalement, si on est sur un agrégateur de données, c'est exactement ça. Et du coup, on peut connecter pas mal de types d'appareils qui sont agréés entre guillemets par Human Life. Alors, on peut tous les connecter. Aujourd'hui, on n'est pas encore avec tout le monde parce qu'il y en a qui ont les applis, les API dont on parlait tout à l'heure qui sont fermées. Donc là, on demande des partenariats, ça prend du temps. Et puis après, il y a également du développement derrière, mais on essaye, nous, d'intégrer la totalité des objets connectés et donc d'ouvrir les API, d'aller vers les API ouvertes. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, on a combien d'utilisateurs de Human Life ? C'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret du tout. Donc la vidéo a 1 an, vous avez entendu 5000. Depuis, on en a pris 10 000 de plus. Donc on a 15 000 adhérents en B2C. Voilà. C'est vrai que notre business model aujourd'hui est essentiellement en B2B, où il y a une énorme demande par rapport à tout ce qui est les acteurs mutualistes, les assureurs, mais également les corporates, pour le bien-être en entreprise. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est vraiment vers eux. Par contre, là, ces chiffres-là, je ne peux pas vous les donner. Voilà. Mais bon, c'est vrai que dans les corporates, ça va être des entreprises, ça va être des fédérations françaises de sport pour suivre les athlètes de haut niveau. Ça va être des cliniques privées, ça peut être des banques, même des labos. Alors quand je dis labo, attention, c'est pas par rapport aux données, c'est juste qu'ils ont envie de se suivre eux dans l'entreprise. Donc il y en a même certains qui nous demandent de faire une offre globale avec, en plus de l'utilisation du service, d'intégrer des objets connectés comme des trackers d'activité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en plus on est doublement partenaire, on va dire.
Alors, je reviens là. Vous avez vu cette petite partie là qui est dit UC, des U-Crédits. En fait, en B2C, le carnet de santé est offert et après, chaque module thématique est payant en fonction de comment vous avez envie de vous suivre. Donc, les U-Crédits sont la monnaie virtuelle, Human Life. Voilà. Comment on saisit les données? Alors, c'est un sujet qui est assez chiant à la base, désolé d'utiliser ce terme, mais la santé est très anxiogène. On essaye de casser ça. Et c'est vrai que rentrer le soir chez soi, de se mettre devant son ordinateur et taper ça manuellement, c'est pas très sympa. Donc, vous avez cette possibilité, mais à côté de ça, on a des applications mobiles comme Runkeeper, par exemple, ou comme Moves, on en parlait tout à l'heure, où là, on va venir intégrer leurs données. Nous, on a créé des applications propriétaires, donc c'est-à-dire qu'on a choisi de faire des applications mobiles thématiques. La personne qui a envie de suivre son tabac, il y a une application tabac. La personne qui a envie de suivre son alcool, il y a une application alcool. Pour prendre exemple sur l'application tabac qu'on va voir après, vous avez 3 pushs par jour qui vous demandent combien de cigarettes vous avez fumé depuis la dernière fois. Et ça va venir alimenter votre tableau de bord. Et par rapport à cela, vous allez directement sur votre mobile recevoir donc, les fameux conseils dont je vous parlais tout à l'heure. Et à côté de ça, donc, il y a tous les objets connectés qu'on a évoqués avant. L'application donc, vers le mobile. Voilà, donc aujourd'hui, votre tableau de bord, un fumeur on va vous poser depuis quand vous avez commencé à fumer et on va vous dire, voilà, ça fait, mon coco, ça fait 45 000 cigarettes que tu fumes depuis que tu as commencé et tu as dépensé 11 000 €. Donc, c'est un petit gadget pour faire prendre conscience à l'utilisateur. Maintenant, on n'est pas là pour lui dire « faut que tu arrêtes de fumer », on est là pour qu'il se suive et qu'il prenne conscience que ça fait quand même beaucoup, tout simplement. Et cette formule-là est à peu près pareille sur tous les thèmes. Alors, en B2B. Donc en B2B, pour tout ce qui est mutuel, assuré, grand compte, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que toute la plateforme que vous avez vue, tout est désactivable et on peut créer tout ce qu'on a envie, tout ce que l'acteur et le partenaire a envie de créer. On peut rajouter des objets connectés qu'on n'a pas aujourd'hui, mais que lui travaille avec. Par exemple, quelqu'un qui a une API qui travaille avec un fabricant d'objets connectés qui a une API fermée et il nous a refusé. Lui peut essayer de pousser pour que finalement on l'intègre uniquement pour ses clients ou pour ses salariés. Le design, donc, c'est la fameuse marque blanche. On peut faire ça aux couleurs de l'entreprise. On peut pousser des programmes de coaching. Derrière, évidemment, du développement technologique, ça, ce qui est normal. On peut créer une application mobile dédiée aux partenaires. On va essayer d'incentiver l'utilisateur avec de la gamification, c'est-à-dire que par exemple, au lieu d'avoir une note, on peut lui avoir un score, et en fonction de ce qu'il atteint et ce qu'il dépasse, il peut avoir des bons de réduction chez des partenaires, il peut avoir une balance offerte, etc. etc. L'internationalisation, beaucoup de partenaires viennent nous voir pour lancer Human Life chez eux, mais pas obligatoirement en France. Parce que le marché français est très compliqué, déjà à la base légalement, mais en plus la mentalité française auprès des objets connectés et de la santé, il y a un énorme frein. Donc les gens qui viennent nous voir aujourd'hui viennent par exemple du Brésil, viennent du sud des États-Unis, autour de Miami. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité du culte du corps et du suivi personnel qui est bien plus poussée qu'en France. Réseau communautaire, donc aujourd'hui nous sur le site on a une petite partie communautaire qui va permettre à la personne qui est malade, qui a une pathologie, de pouvoir parler à une autre personne qui a la même pathologie de façon complètement anonymisée et en chat one-to-one. Ça c'est quelque chose que par exemple des cliniques privées nous ont demandé de développer, de pousser avec eux. Et après, des nouveaux modules thématiques. Par exemple, on nous a demandé de créer pour une entreprise un module posture au travail. On nous a demandé de créer un carnet vaccinal encore plus poussé. On nous a demandé de créer un module stress-anxiété. Et la flexibilité, c'est la flexibilité du site. C'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, désactiver la partie communautaire, on peut désactiver la partie, le module drogue, etc., etc. Voilà.
Voilà pour ce qui est Human Life et ce qu'on peut faire et ce qu'on essaye de faire pour l'utilisateur ou pour le salarié ou pour l'assuré. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, nous, ils sont intégrés dans notre application. Donc, si vous avez, parce qu'on n'a pas toujours eu un tracker d'activité comme celui-là, donc on utilise aussi les API des autres, sachant que Bodymedia a juste l'avantage d'avoir été un des premiers à faire un tracker d'activité et donc utilisé dans pas mal d'études cliniques qui valident un peu scientifiquement. Donc, nous, on permet aux gens qui en ont un de l'intégrer chez nous. Oui, puisque voilà, on peut intégrer un certain nombre d'objets. Maintenant, c'est un concurrent, tout simplement. On intègre, je veux dire, nos concurrents intègrent nos objets dans leurs applications et nous, on intègre nos concurrents. C'est-à-dire que c'est un modèle un peu, ça peut paraître surprenant, mais comme on a des utilisateurs qui ont la balance et le tracker Bodymedia, ils peuvent venir. On a des concurrents qui ont le tracker Fitbit, mais ils ont la balance WeThings. Et donc, on est intégré par nos concurrents. Sauf à nous de démontrer que c'est mieux d'avoir tous nos produits. Voilà. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. Vous avez tous vu ce qui va se passer avec l'Apple 6. Ils vont lancer une application sur la santé qui va s'appeler Healthbook. Je pense que ça va aider également au marché, ça va aider l'avancement du marché, ça va permettre de l'évangéliser. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Alexis, mais en tout cas pour nous, bon évidemment on n'a pas la taille d'Apple, pas encore, j'espère qu'on va bientôt y arriver, mais oui, ça va permettre de faire parler de nous et ça va permettre, je pense à l'utilisateur final, d'avoir encore plus confiance en ce genre d'application. Surtout si on met encore plus en avant le fait d'être ultra sécurisé et donc en tout cas nous de ne pas utiliser la donnée. Parce que c'est vrai que le problème d'Apple va être de dire voilà qu'est-ce qu'ils vont faire eux des données. Bah, en tout cas, je pense qu'il y a clairement, je pense que un système d'auto-mesure de la santé, c'est un système qui, vous êtes tous les deux dans le domaine plus ou moins de la santé. C'est vrai que c'est aussi une question de contexte parce qu'aux États-Unis, on sait très bien que la donnée personnelle, la vie privée, elle n'est pas du tout abordée de la même façon qu'en France. Elle est moins protégée. Les gens sont plus ouverts, s'ils le veulent ou pas. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la culture américaine à ce niveau-là. Et puis il y a aussi une histoire de coût. On est beaucoup moins protégé aux États-Unis, donc il y a un besoin aussi de se monitorer beaucoup plus. C'est ce que tu disais aussi hier. Ça amène aussi une question, c'est aujourd'hui les objets connectés, ça peut marcher, mais dans quel contexte ça peut marcher? Là, on voit que ça marche dans un domaine où il y a une aspiration forte, c'est vrai, et sans doute qui sera de plus en plus forte, même en France, parce que la protection sociale, elle est en train aussi de baisser. Oui, Alexis ? Je pense que c'est faux de dire que les Américains sont moins sensibles à la protection des données. Ouais. Au contraire, ils sont plus attachés que nous aux libertés publiques, mais par contre, ils sont beaucoup moins assurés. Et donc, les faillites personnelles pour raisons de santé aux États-Unis sont beaucoup plus nombreuses. Donc, en fait, c'est pas qu'ils sont moins regardants sur la sécurité des données, c'est qu'ils ont une approche coût-bénéfice. Donc, ils sous-pèsent le risque de la donnée partagée par rapport à l'intérêt qu'ils peuvent avoir d'avoir de la prévention pour rester en meilleure santé. Et donc, on le voit, et on voit ça typiquement dans. Donc, c'est vraiment la différence de culture. Elle vient surtout du fait que les gens sont auto-assurés ou que les entreprises sont auto-assurées. Et donc, en fait, la boucle de paiement, la boucle de financement entre l'investissement qu'on va faire dans de la prévention et l'économie en fait qu'on va faire sur les dépenses de santé qui vont être derrière est beaucoup plus courte. En France, comme l'essentiel de vos dépenses de santé, enfin on a un très bon système de santé, donc c'est très bien, mais ça freine la prévention parce que simplement la sécurité sociale n'investit pas aujourd'hui pour un retour sur investissement qu'elle va faire dans 10 ans parce qu'elle a diminué votre chance d'avoir du diabète ou de faire un accident cardiovasculaire. Aux États-Unis, les entreprises sont très souvent auto-assurées. Donc elles hésitent beaucoup moins à investir dans des programmes de santé au travail, par exemple, où les gens ont un tracker. Nous, on met des bornes santé multi-utilisateurs avec des personnes, des tensiomètres. Les gens se suivent.
À la fin, ils mesurent une baisse de l'absentéisme, ils mesurent une baisse de dépenses de santé. Et effectivement, ça peut paraître parfois un peu intrusif. La donnée reste personnelle, mais l'entreprise sait ce qui se passe au niveau agrégé. Mais en fait, les gens y trouvent un intérêt parce qu'ils savent ils ont vu des faillites personnelles pour dépenses de santé et ils trouvent que c'est plus intéressant d'agir comme ça. Donc, Bon, c'est une question culturelle, on est d'accord. Moi, modèle de financement. Ouais. Puis pour rebondir, moi j'ai déjeuné avec un pote qui bosse en banque aux États-Unis. Il paye $300 par mois via sa boîte, quoi, se prélever directement sur son salaire. Et puis il commence à être remboursé après avoir dépensé $3000 chez le médecin. Donc ça veut dire quand même que ça lui fait un coût annuel de minimum $7000, ce qui est juste monstrueux. Et c'est pour ça qu'il est parti, lui, sur tous les outils connectés. C'est pour ça qu'il a commencé à faire du sport et à mieux se suivre. Et je pense que oui, il y a un vrai problème de coût là-bas qu'on n'a pas ici. Cela dit, là, on parle beaucoup de santé parce que c'est votre domaine. Moi, je voulais aborder aussi une question, je pense, qui est importante. C'est qu'est-ce qui va permettre le succès d'un objet connecté? Parce que la technologie, on l'a. Au bout du compte, c'est pas si compliqué de faire un objet connecté. Quelque part, on a toutes les API qu'il faut, on a les technologies qu'il faut, on a les appareils qu'il faut. Aujourd'hui, on voit bien que si on veut qu'un objet connecté ait un vrai succès, il faut qu'il ait une pérennité et qu'il réponde. Alors tout à l'heure, Alexis, tu disais que finalement, on ne vient pas créer des usages, on vient se coller à des usages déjà existants et finalement, on vient greffer de la data, enfin de la connectivité à ces usages. Bon, si on sort un peu de votre domaine, selon vous, justement, qu'est-ce qui fait qu'un objet connecté peut avoir du succès, peut rencontrer son marché ou ne pas le rencontrer? Parce que des objets connectés, on en voit plein. Alors moi, je vous donne juste un petit exemple à titre personnel. J'ai testé une smartwatch. Je vous avoue que j'étais très, très déçu finalement, parce que c'est vrai que c'est un gadget électronique qui est assez impressionnant. On peut voir, on peut téléphoner, on peut voir son interlocuteur sur sa montre. Alors, ceux qui connaissent Black et Mortimer, et je ne sais plus quel épisode, il y avait ça, c'était dans les années 60, ça faisait rêver. Aujourd'hui, on l'a, il n'y a plus aucun problème. Sauf que bon, l'usage n'est pas tellement évident. Bon, sur la smartwatch, ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer son nombre de pas, ce genre de choses. Mais ça vient justement finalement remplacer des objets qui existaient déjà avant. Donc aujourd'hui, si vous vous placiez dans le rôle de quelqu'un qui devait lancer un objet connecté sur le marché, ce serait quoi le critère principal de réussite? Déjà, c'est plus compliqué techniquement que ça en a l'air. Donc, quand on a ça, je m'en doute, mais bon. créé un PES-Person connecté, c'est pas juste prendre un PES-Person connecté et mettre du Bluetooth dessus. Donc, je pense fondamentalement, vous avez répondu à la question qui est de dire il ne faut pas inventer un nouvel usage. Il ne faut pas que ça vous prenne plus de temps qu'avant. Il faut que vous fassiez la même chose qu'avant, mais en moins de temps, avec plus de valeur ajoutée. On peut décliner ça pour le frigidaire, pour la commande de course, pour le thermostat. Et pour nous, c'est le fait de se peser ou de prendre sa tension ou de savoir quelle était votre activité. L'objectif n'est pas... nous, on a fait en sorte que la synchronisation soit automatique. Enfin, il suffit de porter le bracelet pour avoir l'info. Donc, c'est vraiment la simplicité d'usage. Et après, il y a quand même une prime aux premiers entrants parce que c'est le fait d'apprendre par l'expérience des usages. Et donc, c'est pour ça que la donnée est aussi importante. C'est-à-dire de voir c'est d'avoir en permanence cette boucle de retour sur ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est ça le plus fondamental. Nous, on ne fait pas une application sans savoir les fonctionnalités qui ne sont pas servies, qui ne servent pas aux gens. On ne fait pas un objet qui est en permanence repensé en fonction de ce que les gens font. Et justement, quand vous créez un objet, vous vous basez sur quoi finalement? Qu'est-ce qui détermine votre choix C'est votre instinct ou c'est des études? Je sais pas, on a... aujourd'hui, c'est le fait de compléter notre écosystème et c'est aussi de voir ce qui plaît aux gens. On s'est aperçu que les personnes qui prenaient leur poids voulaient aussi traquer leur activité. On s'est aperçu, après, il y a une autre logique qui est autour du cardiovasculaire et des maladies chroniques. Donc le poids, la tension, l'activité font partie d'un ensemble cohérent, le sommeil aussi. Après, on regarde bien sûr s'il y a des barrières à l'entrée. Il y a beaucoup de gens qui proposent la température, faire un thermomètre connecté. Pourquoi pas, mais en fait, c'est extrêmement simple. Donc, c'est pas forcément intéressant si c'est extrêmement simple. Donc, c'est quelques critères.
Et, tout à l'heure, on parlait de la fourchette connectée. Alors, elle fait quoi cette fourchette parce que je suis assez curieux. Alors, en fait, elle va calculer ce que vous avez sur votre fourchette. S'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez. Elle va calculer vos mouvements, donc si vous mangez trop vite ou trop lentement. Et en fonction, la fourchette va vibrer. Donc, quand elle vibre, c'est pas bon. Quand elle vibre pas, ça va. Je pense perso que l'inconvénient, c'est de se balader toute la journée avec sa fourchette sur soi. C'est pas top. Mais bon. Et est-ce qu'elle fait alors justement, j'imagine qu'elle fait une récolte de données également Ouais, que vous récupérez, donc c'est ça. Hein. Alors que nous on va récupérer dans l'application nutrition. D'accord. Voilà. Et ça m'amène du coup à la question. Oui. Non, je pense aussi par rapport à ce que disait Alexis, je pense que oui, c'est la notion de service qui va être derrière, qui va être intéressante. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a énormément d'objets connectés et c'est l'utilisateur final qui va en fait faire le tri. Tout simplement. On parlait tout à l'heure. Il y a un fabricant qui a créé la couche connectée. Ça veut dire que si votre bébé a fait dans sa couche, vous recevez un message en disant va falloir que tu ailles changer ta couche. Voilà, c'est du gadget, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui, mais sur la durée, je ne pense pas que ces outils-là restent. D'accord. Alors juste pour finir, quand même quelques questions sur les freins à l'adoption des objets connectés. On a vu que la vie privée, c'était quand même un frein vraiment, vraiment important. La santé, puisque les gens apparemment ont peur un peu de ces objets parfois, de manière rationnelle ou irrationnelle, peu importe, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre frein qu'est-ce qui empêcherait les gens d'aller vers ces objets-là? On parlait de bénéfices justement tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas forcément une vision très française de dire tiens je donne ça et puis j'ai ça, c'est peut-être plus américain, je sais pas. Est-ce qu'en France il y a d'autres freins qui apparaissent? Est-ce que les gens ont des craintes particulières? Est-ce qu'il y a des freins technologiques également? Parce qu'on a vu que, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais Google a créé une API destiné à unifier en fait tous les terminaux, notamment les vêtements connectés, de manière à ce que les programmeurs puissent accéder, ou les gens puissent accéder de manière indifférenciée depuis n'importe quel terminal à des données, et aussi pour que les programmeurs puissent récupérer des données de manière indifférenciée sur n'importe quel type d'objet. Donc qu'est-ce qu'il y a comme frein en particulier en dehors de ce que j'ai cité? Le frein, il n'est pas tellement sur la protection des données, parce que c'est assez facile de protéger les données. Il est plus sur la perception de la protection des données. Et donc c'est aussi il y a un frein, c'est plus un frein psychologique et de communication. Et c'est aussi, et en fait, le frein est plus par le fait qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui part des utilisateurs et des consommateurs. Donc le vrai déblocage, c'est à partir du moment où les professionnels de santé, de notre point de vue, se saisissent du système. Or, ce n'est pas un système conçu pour eux du tout. Le dossier médical personnalisé était conçu pour les professionnels de santé, mais il sert à personne. Donc le frein en fait, c'est de réconcilier ces deux mondes et donc de créer en fait, de trouver le modèle où finalement le système de soins, que ce soit français ou ailleurs, tire parti de cette prévention. Et ça peut être typiquement, ça veut dire que la télémédecine peut se saisir des objets grand public pour améliorer le suivi. Ça veut dire que ça veut dire aussi que le médecin il faudrait presque changer la rémunération du médecin généraliste qui aujourd'hui est payé à l'acte et pas du tout au suivi de cohorte à domicile, contrairement à ce qui peut être le cas en Angleterre. Ça veut dire aussi de développer des systèmes de suivi post-opératoire. Donc d'une certaine manière, créer un cadre incitatif pour les professionnels de santé d'utiliser une révolution qui part des consommateurs. Encore une fois, je parle vraiment pour la santé. Things, là, pour les objets connectés. Je pense que c'est le marché qui va s'imposer. Et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces sujets dans la salle? Je pense qu'il va devenir de plus en plus invisible. Voilà. Moi, je peux parler en compétence que de ce qu'on fait dans la santé, mais encore une fois, c'est plus vous arrivez à avoir d'informations sans faire l'effort de la renseigner, plus ça va devenir intéressant pour les gens.
Donc je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais ça veut dire et ça veut dire après on développe alors peut-être une évolution, c'est qu'aujourd'hui on fait de la quantification de l'existant. L'étape d'après, c'est de faire de la prévention et ensuite de la prédiction. C'est-à-dire aujourd'hui plus vous accumulez de données en fait, plus cette donnée a de la valeur pour en déduire ce qui va se passer. Votre exemple, votre vitesse de foulée, c'est un peu mesuré par ça. Enfin, aujourd'hui, on vous donne votre nombre de pas. Mais typiquement, nous, on peut calculer une vitesse de foulée à partir du nombre de pas. Et ça, c'est un peu votre signature. On a tous une vitesse de foulée naturelle différente. Et si sur le long cours, elle évolue, c'est peut-être que vous êtes en train de développer un problème d'Alzheimer ou autre. Donc, il y a des études cliniques qui montrent ce type de choses. De façon un peu moins angoissante, votre historique de poids et toutes ces données peuvent vous permettre de prédire quel est le poids que vous allez avoir dans 6 mois. Non. Donc c'est au-delà de la quantification, c'est la prévention et la prédiction. Mais encore une fois, vous m'avez demandé de parler d'avenir. Voilà. Il y a d'autres domaines. Moi, moi, je vois, il y a d'autres domaines. Il y a la partie domotique qui est quand même très importante. Nous, on a été contactés par des assureurs dans les banques qui travaillent beaucoup sur la domotique et savoir si notre plateforme pouvait servir à les aider, à intégrer en fait différents outils connectés avec lesquels ils vont travailler, ce qui va être à distance, mettre la température à la maison, ouvrir le portail, ouvrir les volets. Bon, ils ont besoin de plusieurs box et savoir s'ils peuvent faire tout en un. Je pense que, comme l'a dit Alexis au tout début là, c'est que ça va devenir de moins en moins visible. Aujourd'hui, il y a trop d'éléments et il va falloir trouver un système pour que l'utilisateur final, simplifier l'utilisation auprès de l'utilisateur final. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a également le PDG de Peugeot qui a annoncé qu'il allait réduire ses gammes parce qu'il allait concentrer un énorme budget sur la fonctionnalité des outils connectés dans la voiture. Donc oui, ça va arriver, on n'est qu'au début. Mais en tout cas, oui, les transports et la partie domotique sont également deux sujets énormes. Alors justement, moi j'avais quelques données là-dessus et je pense qu'on peut se fier à ce que font les géants du web justement dans le domaine. Donc je parlais de Google tout à l'heure. Ils ont racheté il n'y a pas très longtemps une société qui s'appelle Nest Lab pour 2,3 milliards de dollars, donc c'est pas rien. C'est une société qui fait des thermostats pour la maison. Donc clairement, il y a une orientation vers tout ce qui est économie d'énergie, domotique. On sait que Google s'intéresse beaucoup à l'énergie. Et on a Apple qui a lancé une API qui s'appelle CarPlay, ça date du 3 mars, donc c'est assez récent aussi, qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités d'un iPhone depuis une voiture. Donc je pense que c'est clairement aussi, quand on suit ce que font les gens du web, ça nous donne aussi un peu une orientation du marché, à savoir la domotique, ça c'est clair. L'automobile, je pense que c'est assez clair aussi, parce qu'effectivement, il y a sûrement un potentiel commercial très important dans les voitures, notamment à travers les GPS. Quand on voit ce que peut faire Google Maps, on peut faire du conseil en temps réel, par exemple en disant aux gens vous cherchez un bon restaurant, voilà, vous l'avez sur votre écran de voiture à proximité, tous les bons restaurants avec les avis clients, etc. Donc il y a clairement des enjeux de ce côté-là. Et effectivement, si tu m'avais dit Renault tout à l'heure, mais que ce soit Renault, Peugeot, peu importe, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui joue de ce côté-là. Mais ça reste des marchés quand même très 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 importants, en fait. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions ? Sinon, on va s'arrêter là. Bon. Merci. Merci à tous. Merci à Cyril. Merci à Alexis.